On dit souvent qu'on reconnaît ses vrais amis dans le malheur. Sauf erreur, je pense que c'est aussi dans notre bonheur qu'on les reconnaît vraiment. Parce que visiblement, il faut une sacrée dose de noblesse pour se réjouir du succès de l'autre sans y voir son propre manque. Dans cette saison où on apprend à ne plus s'excuser, il y a un chapitre indispensable, celui du tri. On va gratter le vernis d'un sujet qu'on peut dire presque sacré, l'amitié. Et plus précisément, ce moment où l'amitié devient un tribunal parce que vous avez eu l'audace d'évoluer dans votre vie personnelle. On va évoquer, décortiquer des profils que vous avez peut-être déjà observés, croisés, même côtoyés, puisque finalement, on se rend compte que ça n'arrive pas que dans les films, malheureusement. Des dynamiques qui, sous couvert d'affection, finissent par étouffer. Le premier mécanisme, il est subtil. Il ne commence pas par une dispute, mais par un décalage de perception. C'est ce que j'appelle le miroir déformant. Ce profil, c'est celui de l'ami qui nous aime, mais tant qu'on reste à sa hauteur, ou plutôt dans la case qu'il a dessinée pour nous, tant qu'on n'avance pas plus que lui. Vous avez certainement déjà entendu parler de cela un peu partout, mais quand on le vit, on se demande vraiment si on n'est pas dans un film. Un exemple, c'est cet ami qui, au lieu de se réjouir pour vous, il vivra comme une trahison et donc il va vous reprocher de ne pas l'avoir mis dans la confidence. Par exemple, des démarches que vous faites pour partir à l'étranger pour travailler, parce que vous faites une formation ou que vous allez passer un concours qui vous permettra de changer de statut ou changer de vie. Et il finira par vous apprendre peu de temps après qu'il vient vous rejoindre là où vous êtes. Vous trouvez l'attitude un peu étrange, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de lui souhaiter aussi le meilleur. Parce que sans se vanter, sans se lancer trop de fleurs, vous avez tout simplement un cœur bienveillant. Mais désolé de vous l'apprendre, mais votre ami, lui, c'est pas sûr qu'il l'est. Parce que il a une brèche, il a une faille, une envie dissimulée. On ne parle pas d'une simple inspiration ponctuelle où ça peut arriver qu'on cède les uns les autres parce qu'on a besoin de motivation, on ne se sent pas en confiance et on a besoin d'être encouragé. On se sent encouragé de prendre un chemin qu'on avait du mal à prendre seul. Non, on parle de cet ami qui vous copie sur bon nombre de domaines, comme s'il n'avait pas son propre destin. Et en plus, il vous fait ces remarques qui deviennent des reproches parce que vous avez osé, vous avez omis de lui parler d'un événement qui pour vous ne méritait pas ou bien tout simplement vous souhaitiez tout simplement ne pas le partager. Ce qui en principe devrait pas être un problème. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce phénomène? Personnellement, moi, je l'ai vécu au collège. Ça fait bizarre de le dire, mais très vite, en fait, c'est un sentiment très bizarre. Alors, quand je dis au collège, évidemment, c'était pas les mêmes enjeux, mais vous savez, cet ami qui vous colle, où vous vous dites au début, non, mais c'est parce il ou elle t'aime vraiment bien. Ou bien parfois vous lui trouvez des excuses parce que il a une vie difficile, il a eu une vie difficile, un manque d'affection, etc. On devient très vite psychologue dans ce genre de situation, mais il y a quand même quelque chose qui vous gêne et vous n'arrivez pas à le verbaliser, vous n'arrivez pas, vous trouvez toujours ces petites excuses. Et ce qui est bien dans le fond, parce que ça démontre que vous souhaitez le bien et le bon pour cette personne. Mais au bout d'un moment, quand on grandit surtout, on prend de l'âge, on n'est plus au collège, donc là les enjeux,
ils sont plus les mêmes. C'est-à-dire que, je prends un exemple, ton ami te dit, je déménage dans le même immeuble que vous. Bon, oui, on s'aime bien, on s'aime beaucoup. Il y a peut-être sûrement des meilleurs amis qui le font. Bon, ils le font, voilà, tout le monde est consentant. C'est même un projet d'amis. Mais quand vous décidez de poser un acte qui vous concerne et que quand bien même vous appréciez cette personne plus ou moins, voilà, et que cette personne, vous avez le sentiment qu'elle vous suit dans chaque décision de votre vie et qu'elle prend les mêmes décisions, on commence à se poser des questions. Voilà, des questions légitimes en tout cas. Et pourquoi je parle de cette envie dissimuler, c'est que souvent dans ces histoires où cet ami prend les mêmes décisions que vous, il y a toujours une ossature commune. C'est ce que j'ai remarqué. C'est que cette personne, soit elle a plus que vous dans la vie, c'est-à-dire que de vous deux, on pourrait dire que c'est vous qui devriez envier, entre guillemets, même si vous n'êtes pas quelqu'un d'envieux, mais de vous deux, c'est peut-être vous qui partez de plus loin. Voilà. Mais cette personne, elle ne voit pas ça. Elle le voit, tout ce que vous avez, et souhaiterait aussi l'avoir. Voilà. Et on aime parler d'étoiles, on aime parler, voilà. Et c'est un peu ça, c'est venir un peu piocher. J'ai, ok, donc l'ami, j'ai, mais j'aime mieux. Voilà, j'aime mieux ce que tu as et je voudrais ce que tu as. Et ça, c'est un nom. Il y a l'envie, mais tout ça, c'est cousin de ce que j'appelle aussi, alors pas que moi, je pense aussi que c'est ce qu'on appelle de la convoitise. Et tout ça aussi est cousine ou cousin de la jalousie. La jalousie n'est pas loin. Voilà. Donc, à partir du moment où cet ami ne peut pas s'empêcher de vouloir être collé à vous, et la toxicité qui arrive, c'est d'être dans ce reproche, dans ces remarques, dans ces reproches de ne pas vous mettre, de ne pas la mettre ou le mettre dans la confidence, ou pour vous, c'était même pas une confidence, c'est tout simplement vous avez décidé de faire une chose et vous n'avez pas de compte à rendre à quiconque. Mais que cette personne, vous êtes... Et ça crée en vous une espèce de culpabilité, une espèce de sentiment de gêne. Et là, la toxicité, là, elle pointe le bout de son nez. Et là, oui, il faut commencer vraiment à se poser de vraies questions par rapport à ce type de profil. Un autre bon exemple, c'est celui du passage du célibat à une vie sérieuse en couple, ou même professionnelle, car ça me fait penser, alors je ne sais pas si vous avez entendu ou lu cette anecdote, ou plutôt les confidences d'Omar Sy, où on l'interrogeait sur les raisons pour lesquelles sa relation avec son ancien acolyte s'était détériorée ou pourquoi on ne les voit plus ensemble. Et il s'était exprimé dans un livre d'entretien qui est sorti en avril 2024, qui, si je ne me trompe, s'appelle « Viens, on se parle » dans les éditions Albin Michel. Et il se confie auprès de la journaliste Elsa Vigoureux que son ancien acolyte l'accusait d'avoir changé alors que c'est lui qui le regardait autrement. Pourquoi ? Parce que lui, Omar Sy, qui a toujours été un retardataire chronique, succès ou pas, eh bien après le film Intouchable, son ancien acolyte a considéré que c'était le signe qu'il se la pétait. Et Omar Sy souligne, je pense avec vérité, que c'était son regard à lui qui avait changé, que lui, il est resté le même et qu'il était en retard, succès ou pas. Et c'est très parlant parce que l'exemple du passage du célibat à une vie sérieuse, en couple ou professionnelle comme Omar Sy a pu le vivre, on est
exactement dans ce cas de figure. L'exemple où tu es célibataire et tu es aussi un retardataire chronique, mais comme tu es célibataire, c'est une étourderie. Voilà, on s'agace, mais voilà, c'est un défaut. Voilà. Mais quand tu passes et quand tu annonces que tu es en couple sérieusement, et là, ton retard, il devient une preuve que tu as changé. Oui, puisque avant, tu passais tes week-ends avec tes amis, et maintenant, voilà, tu passes un jour sur deux, et on va te le reprocher, on va te dire que tu as changé et que euh, maintenant tu passes plus de temps avec ta ou ton partenaire et maintenant on te fait comprendre que tu laisses tomber tes amis pour un homme ou pour une femme. Donc bien pour te faire comprendre que tu n'es pas loyal. Voilà, il y a un sous-entendu de déloyauté, hein. Et, euh, et là, et toi, tu te retrouves à devoir ménager tes amis pour ne pas que voilà, qu'on te taxe de déloyauté. Alors que quand tu réfléchis, hein, quand tu réfléchis un petit peu, on peut comprendre. S'il y a des habitudes qui se sont installées depuis des années, on peut comprendre que un changement d'habitude peut être brutal. Sans faire de psychologie de bas étage, on peut comprendre que on puisse avoir besoin d'un temps d'adaptation pour que ça soit pas trop violent émotionnellement. On compatit. On peut comprendre que voilà, ses amis ont besoin un petit peu de temps pour se faire à cette nouvelle vie, cette nouvelle dynamique de couple. Mais quand ses amis passent leur temps à faire des reproches et que tu réalises que la moindre chose que tu puisses faire, c'est un procès à ton couple, c'est un procès à qui tu deviens grâce au couple, là, et sans que ses amis, du coup, ne prennent pas de recul, ils ne vont pas faire d'efforts pour se remettre en question, pour essayer de dire non, mais bon, c'est une relation sérieuse. Non, en fait, c'est toujours... Il n'y a pas de réciprocité dans la remise en question. Autant toi, tu prends cette position de ménager parce que tu compatis, tu te dis, oh, mais en même temps, c'est parce que toujours, hein, on est toujours dans ce schéma où on trouve des excuses. Non, mais c'est parce qu'il m'aime tellement, ses amis, que vraiment, je dois les ménager, je dois comprendre un peu leur situation, je dois les comprendre, je compatis. Mais par contre, tu te rends compte que c'est à sens unique, c'est-à-dire que eux, ils ne prennent pas le parti de devoir comprendre que tu passes un cap dans ta vie. Parce que tu as annoncé que ce n'était pas une simple amourette, que c'était une vraie étape que tu passais. Ils le savent, parce qu'ils sont tes amis, donc ils ont vu. Ils ont vu le couple se former, ils ont vu les balbutiements. Quand ça s'officialise, là, ça devient un problème. Et là, on bascule dans ce que je disais, donc les reproches, les remarques, les piques, et pas de remise en question. On n'essaie pas de dire non, mais en même temps, bon, ben voilà, on est content pour vous, enfin vous allez... Non, tu constates pas du tout cette attitude-là. Et aussi, il faut donner un petit peu de contexte, c'est que on était dans ce schéma où ce groupe d'amis, on était célibataires ensemble. Voilà. Donc, ça, c'est important de le dire, parce que le fait maintenant qu'il y ait une relation sérieuse qui s'installe, tu quittes le groupe de célibataires, et plutôt qu'on se réjouisse et que ça soit un signe d'espoir pour tes amis, parce que tout simplement on est positif et qu'on sait que tout arrive à point nommé, et là tu fais face à cette vague de reproches, et des reproches injustes, voilà, puisque sans tomber dans le syndrome du Calimero,
on en vient à te reprocher des absurdités. Voilà. Et l'injustice de la situation, c'est qu'on te fait porter le chapeau pour une situation dont tu n'es pas à l'origine. Le célibat, je parle. Et là où la toxicité se fait voir, c'est que ses amis tiennent mordicus à vous accuser d'être le méchant, d'être la personne déloyale, sur qui on ne peut pas compter. On oublie tout le vécu, tout ce que vous avez vécu de fort, tout ce qu'ils ont connu de votre personne. Et là, c'est eux les déçus. C'est eux qui sont déçus parce que pour eux, ils découvrent une facette qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, pour eux, oh là là, on ne savait pas que dès lors que tu étais en couple, tu pouvais à ce point laisser tomber tes amis. Donc, c'est réduit à cela. Donc, à plus de 20 ans, à passer un certain âge, on en vient à réduire cette étape que vous êtes en train de passer. Peut-être cette personne qui sera la mère ou le père de vos enfants, à vous dire que vous n'avez pas à passer autant de temps avec cette personne. Et ses amis se mettent au même niveau, voire plus haut que cette nouvelle personne, parce qu'ils estiment qu'ils étaient là avant cette personne. Et c'est là la toxicité de la relation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas avec vous, les amis, que votre ami en couple fera des enfants. Voilà. Donc, mais quand vous prenez ce contexte où c'est un groupe de célibataires et que vous quittez ce groupe, en tout cas selon la vision cachée de ses amis, vous comprenez qu'en fait, quoi que vous fassiez, il y aura des reproches parce que, tout simplement, derrière tout ça, c'est une frustration. Leur regard a muté pour servir leur propre critique, leur propre frustration. Parce que eux ont envie aussi d'être en couple, parce que vous connaissez leur intimité, leur désir, puisque vous avez été proches. Donc, eux ont envie aussi d'être en couple, sérieusement, et ils n'ont pas cette honnêteté émotionnelle pour pouvoir reconnaître que là, ils ne sont plus objectifs et que c'est leur frustration qui parle. Et ce n'est plus rationnel, leur façon de raisonner. Alors, on pourrait dire que c'est un décalage de vision aussi, toujours dans la même optique que la perception, en se disant les filles ou les hommes, les gars, les potos, avant les meufs ou avant les mecs. Mais j'ai envie de vous dire, sans être la moralisatrice de service, si on est censé être une seule chair avec la personne avec laquelle on envisage de faire le chemin de la vie, il me semble que ce n'est pas avec les amis qu'on forme une seule chair. Et c'est la raison pour laquelle je parle de rationalité. On n'est plus dans le rationnel. Même Joey dans Friends n'a pas eu cette attitude avec Chandler quand il s'est marié avec Monica. Et comme par hasard, je suis tombée sur cet épisode. Donc, je vais quand même le citer. C'est l'épisode 8 de la saison 8 où Joey dit à Chandler à quel point il sentait un petit vide. Voilà, et il dit que les moments avec Chandler lui manquaient. Et Chandler qui lui disait, écoute, oui, c'est parce que je suis marié maintenant et que maintenant il ferait l'effort de réserver des moments entre gars. Et ça s'est terminé avec une grosse accolade. Et évidemment, Joey qui précise, non, mais vous savez à quel point je suis heureux pour vous. Et on sentait toute la bienveillance, tout l'amour qu'il y avait derrière. Et on se dit, mais alors, là, c'est l'inverse. C'est dans les films qu'apparemment, on comprend qu'une situation, une étape, un changement de vie nécessite un changement d'habitude et qu'une adaptation sera nécessaire. Mais dans la vraie vie, vous faites face à des personnes qui refusent de se remettre en question et qui, au contraire, veulent vous prouver que c'est vous qui avez le souci. Et c'est là que vous devez
et qu'on doit arrêter de s'excuser et qu'on doit dire stop. Parce que là, on a basculé dans de la toxicité. S'il n'y a pas de remise en question réciproque, on s'arrête là. Aussi belle l'amitié était, si on n'est pas capable, tu n'es pas capable de te réjouir de cette nouvelle étape pour ton ami, là, qui est l'égoïste dans l'histoire? J'ai observé un autre décalage de perception, aussi quand on s'investit de manière sensationnelle pour célébrer les étapes des autres. C'est-à-dire, voilà, votre ami qui passe ce cap. Donc là, on est dans une vraie réjouissance pour cet ami qui passe une étape importante. On donne du temps, de l'énergie, du cœur. Et le jour où c'est à votre tour de vivre un moment charnière, on réalise qu'on reçoit le strict minimum. Comme si notre bonheur ne méritait pas le même effort. Alors même si on n'attend rien en retour, le fossé est suffisamment profond pour qu'on se pose de véritables questions. Et cela me fait penser à cette fille qui s'était fiancée et qui allait se marier. Et sa soi-disant meilleure amie, pour son EVJF, lui prépare un programme. Ce programme, quel est-il? Une journée, ou plutôt une après-midi, dans une piscine municipale. Bon, elle va avoir quand même un massage dans cette piscine. Il y avait des options qui étaient possibles de prendre. Et après ce moment dans cette piscine, où il y avait aussi un jacuzzi, de ce que je sais, après, la suite du programme, c'était un resto, et pas n'importe lequel, le resto dans lequel la fiancée, elle allait tous les week-ends. Vous l'aurez compris, avec un tel programme, on se demande si la meilleure amie, organisatrice de l'EVJF, si elle avait vraiment envie de préparer quelque chose à son ami. Des amis qui sont meilleurs amis depuis une quinzaine d'années, qui ont vécu beaucoup de choses comme beaucoup d'entre nous, et qui a trouvé que ce programme collait parfaitement à son ami. Et quelques temps plus tard, cette fiancée qui s'est mariée par la suite a eu la confidence d'autres amis qui étaient invités à cette VJF et qui ont fini par lui dire à quel point elles étaient tristes qu'elles aient eu ce programme qu'elles estimaient ne pas être à sa hauteur. Non pas parce que on estime que tu es la personne la plus parfaite au monde, non, mais tout simplement parce que on te considère suffisamment pour vouloir te faire passer un moment hors du temps. Et ce qui était triste, c'est que ces amis qui n'ont pas voulu le dire tout de suite, c'est des amis qu'elle connaissait, la mariée, du travail. Voilà, c'est des amis qu'elle connaissait depuis bien moins longtemps que sa soi-disant meilleure amie. Et pour la suite de l'anecdote, cette meilleure amie en question devait également se marier quelque temps après. Et vous savez quoi? La fiancée mariée depuis lui avait préparé un EVJF. Elle souhaitait lui offrir un EVJF qu'elle se souviendrait toute sa vie, évidemment, puisque normalement c'est l'objectif de cet EVJF. Un week-end au soleil sur catamaran, sur 2 jours et bien d'autres choses. Et malgré la déception qu'elle avait eue de cette meilleure amie, elle souhaitait lui offrir cela. Et c'est là que j'évoque ce décalage, le décalage de perception, ou plutôt, est-ce que c'est pas plutôt un décalage de considération? Et mis bout à bout, cette mariée, en réfléchissant un petit peu sur la nature de son amitié avec sa meilleure amie, remarqua des petites choses qui n'étaient pas très logiques. Par exemple, cette meilleure amie elle lui avait dit que finalement, elle ne viendrait pas au mariage à la mairie.
alors que sa meilleure amie, la fiancée, celle qui se mariait, avait spécialement choisi une date qui permettrait à sa meilleure amie de pouvoir venir. C'est un exemple parmi d'autres, mais mis bout à bout, cette mariée s'est rendue compte qu'il y avait un souci également, quelque chose de dissimulé. Et il ne faut pas aller trop loin pour savoir ce qui devait être dissimulé. Le point commun de ces anecdotes, c'est l'envie, la jalousie dissimulée, la convoitise parfois. Et quand vous rencontrez ça dans l'amitié, quelle est votre réaction à vous? Est-ce que vous tolérez? Est-ce que vous acceptez? C'est rédhibitoire? Je crois qu'on minimise un peu trop la convoitise, l'envie, la jalousie. Ces cousines-là. Tout comme le proverbe dit « Qui vole un œuf vole un bœuf », je crois qu'il n'y a pas de jalousie mignonne ou inoffensive. Parce qu'on sait, en tout cas, je pense que beaucoup d'entre nous, on a déjà entendu beaucoup d'histoires sur ce que pouvait amener la jalousie. Je ne parle pas de la jalousie en amour, où c'est un sujet à part entière. Je parle de la jalousie en amitié, où on en rigole. Voilà, on dit « Ah, tu es jalouse, tu es jaloux ». Alors moi, ça ne me fait pas rire du tout. Je crois que la jalousie, c'est déjà une forme de sorcellerie. Vous connaissez, on parle de porter l'œil, etc. Mais quand on parle de porter l'œil, ça vient d'où? Ça vient on a peur, qu'on nous jalouse, voilà, etc. On ne devrait pas avoir peur, ça encore c'est un sujet. Mais si on parle de porter l'œil, c'est qu'on sait à quel point la jalousie dans le cœur d'un homme ou d'une femme, ça peut faire beaucoup de dégâts et mener des personnes à faire des choses horribles. Alors, on est tous des êtres humains, personne n'est parfait, on est là pour ne plus s'excuser, mais je crois qu'on est là aussi pour grandir ensemble et on n'est pas là pour faire la morale, etc. Mais je crois que c'est important qu'on se dise les choses et qu'on puisse réaliser que on gagnerait à s'interdire certains sentiments, certaines choses et à plutôt aller dans le sens du positif, c'est-à-dire avoir ce mindset de se sentir inspiré plutôt que de se laisser envahir par des sentiments comme ces sentiments-là. On devrait plutôt se sentir encouragé et à trouver une source de motivation, une source d'inspiration. Donc on a vu ce que j'appelle le miroir déformant, avec tous ces profils, toutes ces anecdotes qui sont très révélatrices des personnes qui nous entourent, où on met ça sur le compte d'un décalage de perception. Mais parfois, ce n'est pas juste une question de regard. Parfois, l'entourage tente activement de freiner votre évolution. Et là, on entre dans la zone du saboteur. Si on reste dans le domaine du couple, on a déjà croisé, alors peut-être à la télé, mais beaucoup d'entre nous, je pense, on a déjà croisé cette figure qui, sous couvert de protéger l'ami, un ami, une amie, pointe les défauts du nouveau partenaire de cet ami. Il m'est arrivé de voir des situations où une amie déconseille à son ami fermement un partenaire en pointant des signaux d'alarme imaginaires pour finalement couper les ponts sans un mot le jour où la relation devient officielle. Et avec le recul, cette amie qui s'est mise en couple, finalement, qui fait une rétrospective de sa relation avec son ami disparu, réalise qu'il y avait des choses qui l'avaient interpellée, mais sur lesquelles elle avait décidé de fermer les yeux. Par exemple, elle surprenait cette amie à lorgner sur son partenaire potentiel ou futur partenaire, mais elle se persuadait que ce n'était rien.
dans la mesure où cet ami en question la déconseillait cette personne. Donc elle ne voyait pas les raisons pour lesquelles elle lorgnerait sur cet homme qu'elle trouvait si peu recommandable. Et elle finit par comprendre, avec le recul, que, en fait, celle qu'elle pensait être son amie, en fait, essayait tout simplement de prendre sa place. Elle était tout simplement en compétition avec elle, puisque il y a eu d'autres événements qui lui ont montré que cette amie, effectivement, se sentait menacée. Par exemple, elle lui lançait des piques, des choses qui l'avaient blessée, mais elle comprenait pas pourquoi subitement son amie la piquait autant, avec des remarques blessantes. Mais elle décidait de fermer les yeux et de pardonner en disant non, mais voilà, personne n'est parfait, encore une fois, hein, toujours à trouver des excuses. Et que finalement, en mettant les bouts de puzzle ensemble, elle se dit non, mais en fait, elle lorgnait vraiment sur lui. Et après coup, vous réalisez que ce n'était pas véritablement une amie, c'était tout simplement, je serais peut-être un peu dur, mais un serpent dissimulé. Mais si le saboteur, cet ami saboteur, agit de face, il existe une trahison plus insidieuse. C'est celle qui se joue dans notre dos, c'est celle du rôle de l'agent double. Alors, c'est peut-être la forme la plus complexe de déloyauté. C'est cet ami pont, celui qui maintient un lien étroit avec des personnes que vous avez délibérément écartées de votre vie pour plusieurs raisons et tout simplement pour préserver votre paix. Alors pourquoi c'est la forme la plus complexe de déloyauté, enfin en tout cas l'une des plus complexes à mon sens, c'est que on ne peut pas interdire à quelqu'un de bien s'entendre avec une autre personne. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des atomes crochus avec une autre personne pour qui vous-même vous en avez moins. Mais là où il y a une difficulté qui se présente, c'est quand vous découvrez que cet ami pont, donc pont comme un pont, hein, raconte votre vie à cette autre personne que vous avez décidé d'écarter. C'est-à-dire que vous découvrez en plus de la bouche de cette autre personne que vous avez écartée, parce que vous n'êtes pas fâché, hein, vous n'êtes pas en mauvais termes. D'ailleurs, c'est presque d'un commun accord que vous avez décidé de ne plus se côtoyer, mais vous êtes en bons termes et cette personne se vante presque de connaître les grandes étapes de votre vie parce qu'elle l'a su de votre ami en commun. Ami qui sait pertinemment que vous ne vous côtoyez plus volontairement. Et là, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que vous constatez que cette personne connaît votre vie, en tout cas les grandes étapes de votre vie, et que réciproquement, vous ne savez rien de sa vie. Alors non pas parce que vous voulez savoir ce qui se passe dans sa vie, puisque vous êtes éloigné. Donc la logique voudrait que on connaisse moins nos vies l'une et l'autre, mais que cette personne se vante presque de dire que votre ami en commun ne s'est pas gêné de lui raconter ce qui se passe dans votre vie, il y a quand même de quoi se poser des questions sur la loyauté, ou plutôt l'intégrité. Oui, parce que ça vous est quand même arrivé de demander des nouvelles de cette personne que vous ne côtoyez plus, tout simplement par bienveillance, parce que vous savez que cette personne n'allait peut-être pas bien dans sa vie à un moment donné, par exemple, et que votre ami commun vous répond de manière très brève et très succincte, à tel point que ça vous rend mal à l'aise,
en vous disant, ben oui, c'est normal qu'elle soit aussi succincte et aussi brève, puisqu'elle sait que vous ne vous côtoyez plus, donc elle va pas rentrer dans trop de détails pour respecter l'intimité de l'autre. Donc imaginez la surprise de savoir qu'en fait, cette limite n'a pas été appliquée de l'autre côté. Alors pour moi, ça vient vérifier une théorie qui vient dire que nul ne peut servir de maître. C'est-à-dire que si cet ami pont ne s'impose pas une discipline, ne s'impose pas une limite, ou n'a pas un garde-fou, de se dire, ou cette intégrité en fait, de se dire, je ne raconte pas à l'un comme à l'autre ce que l'autre n'aimerait pas que l'autre sache, s'il ne s'impose pas ça, il trahira forcément un des deux. Si la frontière de l'intimité n'est plus respectée, ce n'est plus une amitié, c'est une fuite d'informations. Et voilà comment le début de la toxicité apparaît. Ces 3 profils que nous avons vus, donc le miroir déformant, l'ami saboteur, l'ami agent double, donc l'ami pont, nous amènent à une question fondamentale. En tout cas, il y a une notion en filigrane qui se profile, c'est la question de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté au juste ? Car pour chacun de ces profils, je suis certaine que chaque ami aura sa définition de loyauté parce que pour lui, la loyauté se définira d'une certaine façon par des actes posés comme des actes non posés. Donc, est-ce que on a toutes et tous la même définition de la loyauté ? Est-ce que la loyauté, c'est tout cautionner sous prétexte qu'on se connaît depuis 10-20 ans ? J'en doute. Sauf erreur, je pense que la loyauté commence là où le respect des limites de l'autre s'arrête. Si cet ami pont estime que ta vie est un sujet de divertissement pour des personnes que tu as écartées, c'est que tout simplement, vous n'avez pas le même dictionnaire. La loyauté n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas tout accepté par principe ou par ancienneté. Ce n'est pas un contrat de silence. La loyauté, selon moi, s'associe avec la vérité. C'est savoir se dire la vérité, se dire non, là, tu te trompes. Bon, peut-être que en public, je ne te reprendrai pas, je ne te dirai pas, mais pour autant, cela ne veut pas dire que je cautionne. Et encore, ça peut-être que ça dépend des sujets, puisqu'il y a toujours des exceptions à un principe. La loyauté aussi ne peut pas se dissocier de l'amour, dans le sens où un ami, c'est quelqu'un, dans le mot ami, c'est âme. Donc c'est qu'on a des âmes qui se ressemblent, ou en tout cas, on se retrouve l'un dans l'autre. Et on est censé vouloir le bien de l'autre, on est censé vouloir avoir une bienveillance envers elle. Et on doit pouvoir respecter, par exemple, comme on l'a dit, les limites de l'autre. Sinon, ce n'est plus de la loyauté, c'est de la soumission. Et on tombe dans de l'égoïsme. On souhaiterait que l'autre fasse ce qu'on dit, ce qu'on aurait aimé, sans prendre en considération ses sentiments, le fait que ça le ou la mette mal à l'aise dans une situation donnée. Et ça, si on n'est pas capable de l'entendre, il faudrait peut-être se remettre en question. Avec le recul, je pense que si on est honnête, on avait vu les signes. C'est juste qu'on a fermé les yeux, on ne voulait pas perdre une amitié de longue date, ou tout simplement parce qu'on se dit que personne n'est parfait, parce que soi-même, on ne l'est pas. Donc, c'est des choses qu'on a repérées, c'est des choses que notre instinct a hurlé en nous. Et aujourd'hui, on écoute désormais cet instinct qui nous parle et on ne s'excuse plus. On ne se cherche plus d'excuses qui viennent accepter ou tolérer des choses qui deviendraient toxiques. L'idée, c'est que ça n'arrive pas jusqu'à la toxicité qu'on a pu évoquer
auparavant. Et ça, malgré la considération qu'on peut avoir pour une personne. Ce que je m'applique personnellement désormais, c'est que je n'étouffe plus cette petite voix qui me dit que quelque chose ne va pas. Et je ne m'excuse plus de poser des limites, de faire le tri. Parce que ce n'est pas détester les autres, c'est déjà se respecter soi-même et c'est aimer différemment. C'est-à-dire que je me suis d'ailleurs longtemps personnellement posé la question, est-ce que ça faisait de moi quelqu'un de différent? Est-ce que je changeais par rapport à la personne que j'étais? Mais la personne 2.0 que je suis aujourd'hui, que je pense être en tout cas, c'est que mon ossature n'a pas changé. Mais par contre, je vais aimer mon entourage différemment. Dans le différemment, j'entends que si je perçois quelque chose qui ébranle mes valeurs, je prendrai des dispositions qui permettront d'y remédier sans forcément exclure. L'exclusion, c'est vraiment quand on arrive à un point de toxicité avéré, j'ai envie de dire. Mais pour éviter cela, je prends des dispositions. Soit on en parle, soit je mets des distances. Alors ça dépend de la situation. Et maintenant, je comprends ces entrepreneurs à succès qui disaient qu'ils avaient très peu d'amis. Ils avaient un cercle très restreint. J'avais du mal personnellement à le comprendre, tout simplement parce que mon ossature était d'aimer quand on aime, nos bras sont ouverts pour qui veut, sauf qu'en face, nous n'avons pas que des personnes bienveillantes, malgré ce qu'elles veulent nous faire croire. Alors beaucoup peut-être diraient, est-ce que c'est pas toi cet ami pont? Est-ce que c'est pas toi cet ami saboteur? Et est-ce que c'est pas toi cet ami qui a ce miroir déformant? Et je pense qu'on a tous et toute cette responsabilité de se sonder, parce que je crois véritablement qu'on peut veiller sur son cœur, on peut veiller sur son âme, on peut veiller sur ce qui entre comme sentiment. Je pense qu'on peut façonner notre mindset. On n'a pas une mentalité inchangeable. On est des êtres qui sommes voués à évoluer. Alors, on a parlé ici de loyauté entre amis, mais il existe une forme bien plus sombre de loyauté. C'est celle que j'appelle la loyauté mafieuse, que l'on retrouve beaucoup dans le monde du travail. Une espèce de mafia managériale où le silence est imposé. Il y a une espèce d'omerta sous peine de sanction. On en parlera dans le prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous parce qu'au fond, sauf erreur, personne ne protégera votre paix à votre place.